Bonjour à tous. Nous sommes toujours très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle session des Midi Minatech, même à distance. Et je voudrais d'abord vous annoncer le prochain Midi Minatech, donc vendredi prochain, le 9 avril. Nous aurons le plaisir d'écouter Mélanie Marcel. Donc elle est à Paris, donc ce sera cette fois pas en présence au niveau de l'amphi, mais vous pourrez l'écouter. Elle est, c'est une ingénieure de l'ESPCI spécialisée dans les interfaces cerveau-machine et qui est fondatrice de la société SoScience et qui nous propose de nous parler surtout de nous poser la question de savoir comment est-ce que le système de recherche et de valorisation pourrait tenir compte des impacts sociétaux et environnementaux et pas seulement les impacts économiques classiques. Et donc, le titre de sa présentation sera « Encourager l'innovation responsable ». Donc, j'espère que vous serez au rendez-vous pour l'écouter. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir François Parcy, que nous avons déjà accueilli sur cette scène. Il est directeur de recherche au CNRS, du laboratoire LPCV dont vous voyez la déclinaison, donc laboratoire physiologie cellulaire et végétale, au CEA, dans la direction de recherche fondamentale à l'IRIC. Et il nous propose de nous parler donc des plantes. Donc le titre de sa présentation est « L'homme créa les plantes, passé et futur de la domestication des plantes ». François, la parole est à toi. Merci beaucoup Amal, merci beaucoup au Midi Minatech pour m'avoir invité et pour organiser cette conférence. Effectivement, je vais parler de domestication des plantes. Donc, avant de démarrer, je précise que ce n'est pas mon sujet de recherche. Hein. Je ne travaille pas pour améliorer les plantes. J'ai pas spécialement de connexion avec l'agro-industrie ou avec les sélectionneurs. Et mon attachement à l'agronomie et mes derniers contacts, ils datent de l'époque où j'étais adolescent et je gagnais mon argent de poche en faisant les vendanges ou en ramassant les cerises ou les lavandes en Provence, hein, donc ça commence à dater. Ce que je fais dans la vie, je travaille effectivement sur le campus CEA, dans ce laboratoire mixte qui partage différentes tutelles, donc CEA, CNRS, UGA et INRAE, et je travaille sur la formation des fleurs, l'évolution des fleurs, des choses comme ça. Et vous allez voir que même si c'est différent du sujet domestication des plantes, il y a plein de points en commun. Quand on s'intéresse à la domestication, il y a de la génétique, il y a de la morphogénèse et il y a aussi de l'évolution. On va le voir. Donc, avant de vous parler des plantes, une diapo sur les hommes, puisqu'en fait, la domestication des plantes a façonné nos sociétés. Extrêmement importante. On sait que les foyers de domestication, ils ont coïncidé avec des foyers de peuplement. Parce que plus de nourriture, une portion réduite de la population qui peut s'occuper de la nourriture et les autres, eh bien, ils ont du temps libéré pour faire ce qu'on fait là aujourd'hui, hein, de la science, de la technologie, de l'art, construire une société hiérarchisée. Quand on domestique, on a des réserves pour l'hiver, on les protège en domestiquant le chat, on les protège avec des militaires. Si vous lisez ces deux magnifiques ouvrages de Jared Diamond, qui est vraiment le précurseur dans le domaine, hein, Guns, Germs and Steel, ou Sapiens, qui a été largement inspiré de Jared Diamond, ou alors, si vous avez la flemme de les lire et que, comme m'ont conseillé mes garçons, vous pouvez suivre une petite vidéo de 10 minutes sur la chaîne Kurzgesagt, vous verrez que l'importance de la domestication a été colossale dans nos sociétés et que ça explique énormément de choses. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce que c'est la domestication? En bref, la domestication, ça a consisté à sélectionner des plantes, au départ dans la diversité naturelle et puis après dans la diversité du champ ou du laboratoire, qui présentent des avantages pour l'homme, l'homme cultivateur, l'homme consommateur, etc. En faisant cela, l'homme, il a profondément modifié les plantes. Il a modifié leur forme, leur composition, leur territoire de culture, et il l'a fait en modifiant leur génome. Donc tout ce que vous mangez, tous les fruits et légumes, ce sont des plantes qui ont des modifications génétiques par rapport aux plantes de la nature, et c'est pour ça qu'on les aime. Alors pour illustrer ça, je vais vous proposer d'abord juste des exemples de la forme ancestrale et la forme moderne de certaines plantes. Je dois préciser que
Je parle de domestication à des publics assez divers, hein. Je commence en classe de terminale et je finis à l'université Interage Dauphiné, donc c'est une gamme de plage d'âge assez large. Et qu'en général, pour les accrocher un peu au sujet, je commence par un petit quiz où en fait ils doivent deviner quelle est la forme moderne à partir de la forme ancestrale. Et donc chez vous, là devant votre écran, vous pouvez sans tricher essayer de proposer la forme moderne. Alors on commence par celle-là. Là, vous voyez un fruit que vous devez reconnaître, mais qui ne ressemble pas trop au fruit moderne, parce qu'il est plein de grosses graines. Et évidemment, il s'agissait de la banane. Et aujourd'hui, on a des fruits plus gros et on a aussi des graines en nombre extrêmement réduit. Là, je vous en montre un deuxième. Alors, souvent, j'entends la réponse la cerise qui fuse, mais si vous regardez bien les feuilles et les fruits, vous verrez que ce sont des pommes dont on a fait énormément grossir le fruit. Là, alors ça, c'est une solanacée, il y a un petit piège là. Souvent, on est tenté de répondre que ce sont des tomates, mais en fait, ce sont des aubergines qui sont de la même famille que les tomates. Mais là aussi, on a un fruit qui a énormément grossi. Là, il y a la réponse sur la diapo. Vous avez une toute petite tomate qui est la tomate ancestrale, et puis la tomate domestiquée qui peut avoir un volume 1000 fois celui qu'elle était à l'origine, donc beaucoup, beaucoup plus gros. Vous avez un melon qui est plein de graines, qui n'a pas beaucoup de chair, alors que nous, humains, ce qui nous intéresse, c'est avant tout la chair. Et donc, la domestication a fait augmenter la taille du fruit et la part de chair. Celui-là, il n'est pas très facile, même si je vous ai mis le nom en latin, Citrullus lanatus. Pour vous aider, je vous donne une étape intermédiaire de la domestication de ce fruit. C'est la pastèque, en fait. Ici, on peut voir. En bas à gauche, vous avez la forme ancestrale. Et puis, sur le reste de la diapo, toutes les formes domestiquées où la taille du fruit a explosé, la couleur a changé. Et puis, on a aussi des pastèques qui ont très, très peu de graines aujourd'hui, alors qu'avant, c'était un tout petit fruit bourré de graines. Donc ça, c'est un très bon exemple de domestication. On pensait que ça venait de Namibie, Angola, mais en fait, depuis quelques années, on sait maintenant que l'ancêtre, il est plutôt originaire du Bénin ou du Nigeria. C'est un fruit qui était très dur à ouvrir, souvent amer, qui créait des inflammations, qui avait un goût de noix. Enfin, c'était pas terrible. Et ce que l'homme en a fait, vous le connaissez tous. Aujourd'hui, ça pousse dans le monde entier. Vous pouvez voir que le territoire de culture est absolument colossal. Il y a énormément de variétés par rapport aux variétés ancestrales, mais ces variétés, elles ont une diversité génétique beaucoup plus faible, évidemment, que ce qui existait dans la nature à l'origine. Donc la pastèque, c'est un très bel exemple réussi de domestication et on va en voir d'autres. Alors là, c'est le champion du changement de forme. Là, vous avez une plante qui s'appelle Brassica oleracea. Je n'ai pas oublié le A de CEA cette fois-ci. Euh, ça, c'est le chou. Donc tous les choux sont une partie de cette même espèce, sauf qu'elle a tellement varié qu'on a du mal à les reconnaître. Donc il y a le chou vert, qui ressemble à peu près. Il y a le chou fleur, sous ses différentes couleurs. Le chou romanesco, avec des formes absolument incroyables qui rappellent les fractales. Et puis, il y a aussi le chou de Bruxelles, le chou vert, le brocoli, le chou rave, le cal. Tout ça, c'est la même espèce. Vous pouvez toujours les croiser entre elles. Il y a juste des différences, des mutations, des variations qui font que l'architecture de la plante et l'architecture de la tige fleurie, l'inflorescence, a été profondément modifiée pour donner tout ça. Donc si on se résume, la domestication, elle a joué en changeant profondément la forme des plantes. Donc je vous ai déjà montré des fruits plus gros, plus nombreux, des graines plus grosses, plus nombreuses, des graines qui restent accrochées à leur épi, des fruits qui restent également accrochés à leurs branches. On a également changé la couleur, mais on a également changé les territoires de culture. C'est illustré pour la pastèque, puisque aujourd'hui, une plante qui est issue d'une certaine région, on peut la faire pousser dans d'autres régions, à d'autres latitudes, où les conditions de lumière, de photopériode vont être différentes, ou peut-être elle n'aura pas le froid de l'hiver qui va la stimuler pour la floraison, par exemple. Donc on a profondément modifié toutes ces caractéristiques. On a aussi changé la dormance des graines, puisque en général, les graines, elles ne germent pas immédiatement, elles s'étalent sur plusieurs années. Or, l'agriculteur, quand il sème, il n'a pas envie d'avoir des graines qui germent la première année, 5 ans après, 20 ans après. Donc tout ça, on l'a affecté profondément. On a aussi changé le contenu des plantes. Et ça, il faut le savoir, les plantes à l'origine, si elles existent, c'est pour se reproduire, etc. Elles n'ont pas comme ça évolué pour nourrir les animaux ou les hommes. Donc souvent, elles ont des protections contre les prédateurs, et ces protections, ce sont des molécules qui les rendent indigestes ou toxiques. C'est le cas par exemple de la pomme de terre ou de l'amande. L'amande, on la consomme depuis plusieurs milliers d'années. On sait depuis le 2019 seulement pourquoi on a aujourd'hui des amandes douces qui ne sont pas toxiques, alors que les amandes ancestrales étaient extrêmement toxiques.
À l'origine, si vous mangez une poignée d'amandes, vous décédez à coup sûr, parce que l'amande, elle renferme un composé qui s'appelle l'amygdaline, que vous avez ici. Et en fait, là, vous voyez cette C triple liaison N, ça, c'est la signature du cyanure. Et quand vous digérez l'amygdaline, eh bien, il se transforme en cyanure et vous mourrez si vous en mangez trop. Les amandes ancestrales, elles avaient beaucoup d'amygdaline. Les amandes douces, modernes, elles ont été domestiquées pour avoir perdu cette toxicité. Et en fait, c'est le travail en particulier de cette chercheuse espagnole, Raquel Sánchez Pérez, qui a élucidé qu'est-ce qui avait changé entre les amandes amères, toxiques, et les amandes douces. En fait, elle a fait un travail de géant qui s'est étalé sur une dizaine d'années. Elle a réussi à isoler les enzymes qui vont synthétiser l'amygdaline. Hein. C'est 4 enzymes à partir d'un composé complètement anodin qu'on a tous en nous, la phénylalanine, un acide aminé. Au bout de 4 enzymes, on a le composé mortel. Et en fait, d'abord, elle a isolé ces enzymes, elle a cherché s'il y avait des mutations qui distinguaient les amandes douces des amandes amères, elle n'en a pas trouvé dans les enzymes. Et après un énorme travail de génétique avec une équipe italienne, elle a réalisé en fait qu'il y avait dans la peau de l'amande un composé, une protéine qui régulait l'activité des enzymes 1 et 2. Et qu'en fait, chez l'amande douce, il y avait beaucoup moins d'enzymes 1 et 2, et c'est pour ça qu'elle était douce. Qu'après, l'amygdaline ne s'accumulait pas, ou s'accumulait beaucoup moins dans le fruit. Donc ça, c'est un bel exemple hein, où la plante naturelle, elle a besoin de se protéger de ses prédateurs, elle a un poison, l'homme y domestique en sélectionnant des variants, des mutants, qui ont des quantités réduites de poison. Le deuxième exemple, c'est la pomme de terre. Les pommes de terre sauvages dont on voit toute la diversité ici, qui est absolument magnifique, qui viennent surtout du Pérou. En fait, elles ont des glycoalcaloïdes très toxiques. Les animaux ou même les primates qui les consommaient, ils léchaient de l'argile en même temps pour détoxifier. Les populations précolombiennes, elles les faisaient geler à répétition pour faire baisser le niveau de glycoalcaloïdes. Aujourd'hui, quand vous mangez une pomme de terre, hein, vous ne vous souciez pas, vous n'avez pas peur. Et donc, c'est un énorme succès de domestication. Ça s'est répandu dans le monde entier. On peut l'inclure dans la cuisine sous des formes multiples. Mais il y a aussi une fragilité qui s'est révélée en particulier dans les années 1840 en Irlande, puisque la population basait sa nourriture pendant la période hivernale quasiment exclusivement sur la pomme de terre. Il y a eu l'arrivée du mildiou, et là, on a eu des pertes colossales de récoltes sur plusieurs années d'affilée, la mort de 1 million d'Irlandais sur 8 et la migration d'autant à peu près. Donc, et ça, c'est pour vous montrer, pour illustrer un autre point, c'est qu'en domestique, on a un apport en nourriture formidable, mais on a aussi potentiellement une fragilité, car on n'a pas toute la diversité qu'il y avait à l'origine en Amérique du Sud. On a des pommes de terre qui sont reproduites voilà, de façon clonale, sans même de la reproduction via les fleurs. Hein. On ressème seulement les tubercules. Et s'il se trouve que votre population entière elle est sensible à un pathogène et que ce pathogène apparaît, alors vous avez un gros souci, quoi. Le dernier cas que je voudrais mentionner, je vais y passer un peu plus de temps parce qu'il est vraiment emblématique, c'est le cas de la domestication du maïs. Le maïs, vous l'avez ici à gauche, et puis à droite, vous avez l'ancêtre du maïs qui s'appelle la théocinthe, et qui est une plante un peu buissonnante avec des tas de branches, avec des tout petits épis. Si vous regardez la forme de l'épi de théocinthe, c'est ce qui est ici, cette petite chose verte posée sur un épi de maïs comme on le trouvait en Amérique, par exemple, vous voyez que c'est radicalement différent. On a quelques graines enfermées dans une coque solide qu'on voit en bas. Il faut casser la coque pour libérer la graine, donc ce n'est pas du tout facile. Ces graines-là, elles sont présentes dans de multiples épis, des dizaines d'épis sur la plante buissonnante, et dès qu'elles sont mûres, elles tombent et elles s'enfouissent dans le sol. Donc là, on a tellement de différences entre la plante moderne et la plante ancestrale que pendant des dizaines d'années, on n'a pas su qui était l'ancêtre du maïs. Je vais y revenir. On pensait même qu'il avait disparu. Le maïs, c'est un exemple formidable de domestication. Donc évidemment, l'épi a changé radicalement, mais également le territoire de culture. On est passé de maïs qui venaient des plaines mexicaines et qui ont beaucoup voyagé, d'abord sur les plateaux mexicains, ensuite en Amérique du Nord, Amérique du Sud. Et puis aujourd'hui, on cultive le maïs quasiment dans le monde entier, alors que c'est une plante qui à l'origine n'était pas du tout adaptée pour pousser dans ce type de territoire. Alors, je vous le disais, les céréales, certaines plantes ont eu un effet énorme sur les civilisations. Et pour les civilisations précolombiennes, il y a le maïs, la pomme de terre, qui ont joué un rôle énorme dans la densification de la population, la montée en compétences avec les techniques, etc. Ça, on le sait, et on sait que les Incas, les Mayas, les Aztèques, ils vouaient un culte au maïs. Ils ont là, vous voyez,
des petites œuvres d'art où on voit des petits épis de maïs qui sont représentés sur ces divinités. On le sait dans l'art et on sait aussi encore aujourd'hui que dans certaines cérémonies funéraires, il y a une offrande d'épis de maïs, preuve que le maïs a depuis toujours dans ces civilisations un rôle colossal. Et en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, pendant des années, on n'a pas su qui était l'ancêtre du maïs. Il y a eu des propositions faites dans tous les sens et on ne savait pas. On savait, d'après les restes archéologiques, que le maïs n'avait pas toujours été comme il était aujourd'hui. On voyait des formes un peu intermédiaires, mais on ne savait pas quel était l'ancêtre. Et il y a eu un combat titanesque, c'est décrit dans les ouvrages comme ça, entre deux chercheurs américains. L'un, c'était Mangelsdorff et l'autre, c'était George Biddle. Et ce qui est marrant, c'est que George Biddle, il a étudié ça avant même de démarrer une thèse. Et il s'est basé sur des travaux mexicains. Il a proposé la théocinthe et l'ancêtre du maïs. Mangelsdorff ne pouvait pas y croire du tout. Il a dit non, non, c'est pas du tout vrai. Je propose même le contraire. Le maïs est l'ancêtre de la théocinthe. Alors, Biddle, il est allé faire une thèse. Il a assez bien réussi. Il a fini prix Nobel pour avoir découvert le lien entre enzymes et gènes. Travail absolument fondamental sur un autre sujet. Mangelsdorff, il s'est battu comme un beau diable. Il a fini professeur à Harvard tout en proclamant que la théocinthe n'était pas l'ancêtre du maïs. Et puis Biddle, quand il a fini son travail, quand il est parti à la retraite, il est retourné à son sujet de jeunesse et il a démontré très proprement que la théocinthe était bien l'ancêtre. Et pour ça, il a fait un croisement entre la théocinthe et le maïs, donc on peut encore les croiser, preuve que c'est pas si loin. Et dans la deuxième génération du champ qu'il a fait pousser, il a vu apparaître des tas de maïs différents qui représentaient un peu la diversité de maïs qu'on trouvait dans les restes archéologiques. Donc on avait comme ça recréé l'histoire dans le champ. Et ça a montré qu'effectivement, on pouvait transformer continuellement ce plan de théocinthe en plan de maïs. Il a même estimé qu'il y avait juste 4 ou 5 mutations qui faisaient la différence. Bon, là, il a été extrêmement optimiste, parce qu'il y en a plus que ça, mais il avait largement raison. Et là, je voudrais introduire une notion qui est celle de gène de domestication. Est-ce qu'on peut mettre le doigt, comme l'a fait Raquel Sanchez-Pérez sur le gène de domestication de l'amande douce, on peut aussi mettre le doigt sur le gène de domestication de la morphologie. Je vous ai dit au début, le plan de théocinthe est un plan buissonnant, avec plein de branches dans tous les sens, alors que le maïs, qui se cultive beaucoup mieux dans un champ, il est tout droit, il prend moins de place. Eh bien, l'équipe de John Dobley aux États-Unis a montré qu'il y avait un gène qui était responsable de cette différence. On avait un gène qui s'appelle TB1, dont le rôle est de freiner la croissance des branches. Chez la théocinthe, l'activité de ce gène, elle est assez faible. Il ne fait pas grand-chose, il n'arrive pas à freiner, et voilà, la théocinthe buissonne. En revanche, il y a eu des modifications dans le génome de la théocinthe qui ont fait qu'il y a un transposon dans une séquence sauteuse qui a atterri devant ce gène et qui a boosté son activité. Ce qui fait que chez le maïs, on a un gène TB1 qui est extrêmement actif et qui freine la croissance de toutes les branches, de telle sorte que l'architecture a complètement changé. Donc ça, c'est un exemple. On peut aujourd'hui cloner les gènes de domestication. On sait la différence moléculaire entre l'ancêtre et la plante moderne. Le deuxième exemple, c'est aussi chez le maïs, c'est aussi l'équipe de John Dobley, c'est le gène de la graine nue, qui s'appelle TGA1. Donc là, vous avez l'épi de théocinthe en haut, avec ses graines complètement enfermées. Et si vous prenez la version TGA1 du maïs et que vous la mettez chez la théocinthe, vous n'avez pas un grain complètement nu, vous avez un grain qui est comme ça, apparent, avec une enveloppe entrouverte. Donc TG1, il n'explique pas tout, il explique une partie de cette perte de l'enveloppe. Et vous pouvez imaginer que lorsque cette plante-là est apparue dans un champ aztèque, je veux dire n'importe quoi, eh bien, les cultivateurs, les consommateurs se sont rendus compte que c'était quand même plus facile d'ouvrir les graines comme ça que d'avoir à casser la coque solide. Et donc après, ils ont pris cette plante-là, ils l'ont faite pousser. Et peut-être que 200 ou 300 ans plus tard, nouvelle mutation, l'enveloppe était encore plus réduite. Et finalement, au bout de quelques milliers d'années, on est arrivé à l'épi de maïs qu'on connaît aujourd'hui. Donc c'est cette accumulation de mutations. Au départ, une première mutation dans le cadre naturel, mais après, plus du tout. Après, on est dans le cadre du champ avec la main de l'homme. Et si la mutation apparaît naturellement, le contexte dans lequel elle apparaît, c'est le contexte du champ, et c'est la pression de l'homme qui la sélectionne. Alors, suite à cet exemple du maïs, on peut se demander qui est meilleur, quoi, la théocinthe ou le maïs? Vous savez, en français, on dit amélioration des plantes. C'est spécifique à la française, on dit breeding en anglais. Amélioration des plantes. Ah oui, parce qu'on a carrément amélioré notre maïs, mais imaginez que vous relâchiez votre maïs dans la nature. Qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir une plante qui va libérer toutes ses graines en même temps, elles vont tomber ensemble, elles ne vont pas se disperser, elles vont être comme ça soumises aux moindres prédateurs, elles vont germer toutes ensemble. Mais ça, pour la plante, dans la nature, ça serait un énorme désavantage. Donc le maïs, il est extrêmement adapté au champ, mais il n'est pas du tout adapté à la nature comme l'était son ancêtre.
Et si vous voulez faire une comparaison avec la domestication des chiens à partir des loups, le caniche ou le chihuahua, qui sont très adaptés au salon de nos grands-mères, mais si vous les relâchez dans la nature, ils ne feront pas un pli, hein, ils ne survivront pas. Donc le maïs qu'on croit être une plante améliorée et forte, elle l'est dans le contexte du salon, c'est-à-dire du champ, où là, on fournit tout ce qu'il faut. Donc, pour résumer cette première partie, le champ correspond à des conditions non naturelles, des conditions où on donne de l'engrais, on donne de l'eau, on désherbe, on met des pesticides, on enlève les prédateurs, etc. Les plantes domestiquées sont très adaptées à ce contexte-là, mais elles ne le sont pas dans la nature. D'ailleurs, le maïs ne s'échappe pas beaucoup des champs. Vous avez fait attention, mais en général, ça va. Et ces plantes-là, les plantes cultivées, elles sont différentes génétiquement des plantes ancestrales. Elles ont des combinaisons, alors on peut appeler ça des mutations, des allèles, des variants, mais c'est la même chose. Elles ont des combinaisons qui n'auraient jamais pu exister dans la nature. Ces plantes-là, la sélection naturelle les aurait éliminées, mais la sélection humaine les a non seulement conservées, mais propagées à un niveau absolument énorme, puisqu'on a aujourd'hui des champs de blé, de maïs et de riz, beaucoup plus qu'il y en aurait dans la nature s'il n'y avait pas eu la patte de l'homme. Donc domestiquer, qu'est-ce que c'est? Domestiquer, c'est sélectionner. Voilà, ces plantes qui sont différentes au point de vue génétique et qui conviennent mieux aux besoins de l'homme, de par leur morphologie, leur toxicité, leur couleur, leur goût, tout ce que vous voulez qui correspond à notre consommation. Comment ça s'est fait? Aujourd'hui, on sait tout ça, mais à l'époque, les premières personnes à avoir domestiqué, elles n'avaient aucune idée de ce qui se passait. On pense que ça s'est fait, bien évidemment, dans des populations de chasseurs-cueilleurs, à une époque où les gens, voilà, ils allaient récupérer dans la nature leur nourriture, mais on savait qu'il y avait des camps saisonniers où ils pouvaient revenir. Peut-être tous les 10 ans, ils revenaient au même endroit parce qu'ils savaient que c'était un endroit où il y avait des ressources, etc. En ramenant les fruits les plus gros, les graines d'amandes non toxiques, ceux qui avaient fleuri en premier, ceux qui avaient mûri en premier, en les ramenant autour de leur camp, ils imposaient déjà une pression de sélection. S'ils perdaient des amandes, qui étaient des amandes douces, eh bien 20 ans après, ils auraient un amandier doux autour de leur camp saisonnier. S'ils perdaient des graines de gros fruits, eh bien après, les arbres qui allaient pousser, les céréales qui allaient pousser, elles auraient des graines plus grosses, des fruits plus gros, parce qu'il y a une composante génétique. Et donc ça, c'est la sélection involontaire, où là, sans savoir ce qu'ils étaient en train de faire, ils ont démarré le début de l'agriculture. Il y a eu cette transition chasseur-cueilleur vers agriculteur qui s'est faite comme ça. Alors après, et là, je saute des milliers d'années, j'en arrive à des choses qui se sont faites au siècle dernier, qui ont commencé un peu avant. Une fois que l'homme a compris qu'avec comme ça des variants, il arrivait à avoir des choses qui l'intéressaient plus, il s'est mis à provoquer des choses qui ne se font pas toutes seules. Par exemple, il a pris des variétés un peu différentes, des sortes de maïs différents, des sortes de blé, et il les a croisées entre elles. Et comme ça, il avait voilà, un génome rouge mais moucheté de jaune, c'est-à-dire avec plein de différences. Et puis il les a croisés et il a vu apparaître des tas de caractères nouveaux qui l'intéressent peut-être. Il aurait pu faire la même chose en attendant que les mutations s'accumulent dans sa variété rouge, mais ça aurait pris des milliers d'années, voire donc en fait, il a croisé. Alors parfois, il est allé encore plus fort, il a fait des hybrides interspécifiques. Il a forcé des croisements entre des espèces qui, normalement, ne se croiseront jamais dans la nature. On peut créer des nouveaux abricots en croisant avec un amandier, par exemple. Et après, pareil, là, alors là, on secoue les génomes. Après, il y a des tas de choses où ça ne va pas, hein, c'est pas fertile, etc. Mais on peut récupérer à la fin, à force de rétrocroisement, une plante d'abricot qui va avoir un génome très proche de l'abricot, à part quelques dizaines, centaines de milliers de mutations, je dis un nombre aléatoire, euh, qui le distinguent et qui nous confèrent peut-être des avantages avec un fruit plus gros, plus sucré, etc. Au passage, en faisant ça, et il y a un point sur lequel je veux inciter parce qu'il est très important pour l'agriculture aujourd'hui, l'homme s'est rendu compte que s'il croisait deux espèces, enfin deux variétés, hein, pas deux espèces, deux variétés qui étaient assez éloignées, eh bien dans la première génération, il avait ce qu'on appelle la vigueur hybride, ça s'appelle hétérosis en langage scientifique. C'est-à-dire que la première génération était extrêmement vigoureuse. Seulement la première génération. Si on attendait la deuxième, alors après c'était comme le champ de Beadle, il y avait un peu tout et n'importe quoi dans le champ. Hein. Mais la première génération, elle est extrêmement vigoureuse. Et ça, c'est utilisé aujourd'hui. Une des raisons pour laquelle les agriculteurs achètent une grande partie de leurs semences, c'est parce que s'ils ressemaient, ils y perdraient cette vigueur hybride. Alors que là, les semenciers fabriquent des hybrides F1, les vendent aux agriculteurs qui les ressèment. Alors, ce n'est pas la totalité, hein. Il y a des plantes où on ressème une partie de sa récolte, chez le blé par exemple, on peut ressemer. Mais si vous parlez avec des agriculteurs ou des jardiniers, vous verrez que beaucoup de gens, une très forte proportion, rachètent les semences, et ça c'est la vigueur hybride. Et je vous le présente ici parce que c'est important en agriculture, mais on en reparlera tout à fait à la fin.
Alors, je vous ai dit, l'important quand on veut améliorer, c'est d'avoir de la variabilité, des mutations, des variations, etc. À partir des années 1930, ce que l'homme a utilisé, c'est non pas de croiser ou d'attendre que les mutations apparaissent toutes seules, mais c'est de forcer un peu la main aux mutations, en disant, tiens, si j'arrosais mes semences avec des rayons X ou avec des rayons gamma, je vais mutagéniser une graine. Alors évidemment, ça va créer des problèmes, mais aussi je vais créer des différences qui peut-être seront avantageuses. Et donc on a fait ça, on introduit pareil, hein, peut-être 10 000, peut-être 100 000 mutations, et après on recroise, on recroise, on recroise à la plante originelle, la plante élite, on perd une partie des mutations et on a peut-être gagné des caractères nouveaux qui nous intéressent et qui ne seraient jamais apparus dans la nature. Ça peut vous sembler étonnant, mais aujourd'hui, euh, c'est principalement ce qu'on mange. Alors je vais dire là encore des chiffres à la louche, mais sans me tromper, je peux vous dire que 30% des fruits et légumes que vous mangez, et c'est peut-être 60, ils sont issus de la mutagénèse. En fait, on ne peut pas le savoir parce qu'il n'y a pas de traces pour ça. C'est juste des mutations, comme elles auraient pu être dans la nature, on les a créées. Et donc le pamplemousse rose, lui, on le sait, il a été créé comme ça, mais il y en a des tas d'autres. Et voilà, c'est juste des variations qui ont été créées par l'homme. Mais on sait qu'en faisant ça, il en reste quelques milliers qui ne sont pas gênantes. Voilà, on les consomme depuis bientôt un siècle. Alors là, attention, maintenant on arrive à des techniques encore plus sophistiquées, et plus c'est sophistiqué, plus potentiellement c'est polémique. Là, je vous présente la transgénèse. Donc c'est ça qui va créer les plantes génétiquement modifiées, les PGM ou les OGM ou les plantes transgéniques. Ça utilise la capacité naturelle d'une bactérie qui s'appelle l'agrobactérie à transférer une partie de son ADN dans le génome des plantes. L'homme, ce qu'il a fait, c'est qu'il lui fait travailler pour lui, quoi. Il a modifié ce qu'elle transfère, et maintenant on peut lui faire transférer ce qu'on veut. Ça crée des plantes transgéniques. Je précise au passage que ce n'est pas des plantes stériles, c'est des plantes qu'on peut cultiver. Donc ça, c'est la technique. Il faut bien distinguer la technique de ce qu'on en fait, hein. Vous voyez, c'est comme confondre l'Internet et je sais pas quoi, moi, les réseaux pédophiles sur Internet. C'est pas la même chose. Il y a un outil et il y a ce qu'on en fait. On peut faire du bien, on peut faire du pas bien. Voilà, la technique, elle est ce qu'elle est. Elle est à notre disposition. Là, maintenant, je vais vous montrer un peu qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on peut en faire. Alors, on peut faire des plantes résistantes à des herbicides. C'est ce qu'ils cultivent en Amérique du Sud ou aux États-Unis. Le soja. On met un herbicide total, toutes les mauvaises herbes meurent et le soja transgénique reste vivant. Voilà. On peut aussi créer des plantes résistantes à un insecte, au lieu de dépendre des insecticides. Par exemple, celui-là, il était très connu. Il se vend comme insecticide biologique parce qu'en fait, il est fabriqué par une bactérie qui s'appelle Bacillus thuringiensis. Et en fait, au lieu de l'épandre dans le champ comme ça c'est toujours fait, on peut le faire produire par le maïs, ce qui fait que lorsque la pyrale, cette chenille, va venir manger le maïs, elle va mourir parce qu'elle va ingérer la toxine BT, qui est toxique pour les intestins de la pyrale et qui a été testée non toxique pour l'homme. N'empêche que si vous mangez du maïs BT, évidemment, vous mangez la protéine. On peut aussi conférer des résistances à des virus, ça c'est très simple. Là, vous avez l'exemple du manioc. Il y a 2 semaines, j'ai co-signé une tribune dans Le Monde où on dit qu'on pourrait très bien rendre les betteraves résistantes au virus. C'est facile à faire. On n'aurait plus besoin de mettre des néonicotinoïdes dans les champs pour tuer l'insecte qui transfère le virus. Sauf qu'il y a une réglementation OGM qui existe en France qui fait qu'on ne peut pas se permettre ça, et donc on donne des dérogations aux paysans pour aller continuer à mettre des néonicotinoïdes qui vont, on le sait, tuer les abeilles. Voilà. Il y a des réglementations en Europe qui sont telles qu'on ne peut pas se servir de l'outil dans un but comme celui-là, dont je vous laisse juger, est-ce que c'est bien ou pas bien d'arrêter l'usage des néonicotinoïdes au profit de la culture de betteraves transgéniques. Et puis pour finir, je veux vous parler de la révolution CRISPR-Cas9. Pour ceux qui n'ont jamais entendu ça, vous avez peut-être entendu parler des nouveaux OGM, de l'édition des génomes, des ciseaux moléculaires, des NBT. Tout ça, c'est la même chose. Il y a un article il y a 2 jours dans l'IB qui explique comment des gens comme moi militent auprès de la... Enfin, moi, je ne l'ai pas fait, mais j'aurais très bien pu le faire. Militent auprès de la communauté européenne pour modifier la législation sur l'usage de ces nouveaux OGM. Qu'est-ce que c'est CRISPR-Cas9? C'est la possibilité d'aller modifier le génome exactement où on veut. Pour donner une image un peu exagérée, jusqu'à présent, on a amélioré les plantes. Enfin, c'est comme si vous aviez amélioré, mais en criblant de mutations. Là, on peut mettre une mutation. C'est comme si vous aviez fait de la chirurgie avec une grenade et que maintenant vous la faites au laser, quoi. C'est la même chose. Donc on peut faire une mutation exactement là où on veut. C'est ma petite étoile jaune, là, clac. Là, on a fait une mutation. Et c'est tout. Et en fait, en faisant ça, on fait moins de mutations que les mutations naturelles, hein. Si vous semez 1 hectare de blé, vous êtes sûr que tous les gènes en moyenne vont être mutés au moins une fois. Donc là, on fait juste ding, une mutation, et comme ça,
on peut faire des choses complètement nouvelles, sophistiquées, et c'est à la portée, y compris de petites entreprises. Ça, c'est pas quelque chose de compliqué. Alors pourquoi continuer la domestication? On pourrait dire on a assez à manger, c'est pas la peine. En réalité, vous connaissez le débat aujourd'hui, c'est l'agriculture. Vous savez qu'on a besoin de réduire les intrants, réduire les engrais qui sont limitants, le besoin en eau, l'utilisation de pesticides. Il y a le changement climatique qui nous arrive dessus. On sait qu'on va devoir modifier nos plantes. Moi, je discutais avec le maraîcher qui me fournit mes légumes, la place aux herbes. Il me disait l'année dernière, à 37 degrés, tout s'arrête de pousser. Il n'y a que le basilic et le poivron qui poussent. Tout le reste s'arrête. Pourquoi ça s'arrête? C'est pas impossible de pousser à 37 degrés pour une plante, puisque le basilic et le poivron y poussent. C'est parce que les plantes, elles ont évolué dans un contexte où il y a un signal qui leur dit non, 37, c'est pas favorable, tu t'arrêtes. Mais en réalité, si on comprend comment ça marche, on peut modifier ce contrôle-là. Et on peut avoir des plantes qui continuent de pousser malgré la forte chaleur. Donc il y a des tas de bonnes raisons, je vais en montrer d'autres, qui font qu'on a besoin de continuer à améliorer. Alors, je ne dis pas que c'est la solution à tout. Alors, moi, je suis un fervent partisan de la sobriété. Hein. Si on n'importe pas de soja d'Amérique du Sud pour nourrir nos vaches et pour avoir nos steaks, eh bien, on a moins besoin de protéines végétales. Et donc, on peut aussi changer nos habitudes. Je pense aussi qu'il n'y a pas que la ressource biologique, il y a aussi l'agroécologie, la permaculture, le biocontrôle. Il y a des tas de solutions. Mais mon message personnel, c'est juste que l'amélioration génétique, c'est une corde à l'arc de l'agronomie pour aller faire face aux enjeux et aux défis qui nous attendent. Et donc, pour terminer, je vous montre quelques exemples de ce qui a été fait avec l'editing des génomes. Là, vous prenez une tomate qui est sensible au mildiou, vous voyez les taches blanches. Vous enlevez le gène de sensibilité, vous faites 2 petits trous, ça sort le gène, et votre tomate, elle devient maintenant insensible au mildiou. Plus besoin d'utiliser la bouillie bordelaise, hein, qui est bio, mais toxique. Et là, vous avez une tomate qui résiste toute seule. Vous pouvez aussi prendre une tomate ancestrale qui a des propriétés soit de goût, soit de résistance aux maladies, et ça a été fait, ça a été publié. Vous pouvez, en faisant 5 ou 6 CRISPR différents, reconstruire toutes les étapes de domestication que je vous ai présentées avant et qui ont pris des milliers d'années. Changer la forme de la plante, changer la grappe, la taille de la tomate, tout ça, ça peut se faire ding, 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 comme ça, avec des petites mutations chirurgicales. C'est possible. Vous pouvez aussi faire de la néo-domestication, s'intéresser à des plantes auxquelles on ne s'est jamais intéressé. Par exemple, on ne mange pas de gland. On n'a jamais réussi à domestiquer le gland. Pourtant, c'est une source de nourriture abondante. On n'a pas non plus domestiqué des variétés de céréales qu'on appelle pérennes, c'est-à-dire qui ne meurent pas après avoir fait leurs graines. Il existe des céréales pérennes, il existe du tournesol pérenne. Ils ont un système racinaire qui va puiser loin dans le sol, il n'y a pas besoin d'aller labourer, etc. Aujourd'hui, on pourrait prendre des tournesols pérennes, mais alors vous avez vu la forme des fleurs, hein. Il faut aller les mutagéniser pour faire cette énorme capitule avec des grosses graines. Mais on peut faire ça. Donc il y aurait l'espoir d'avoir des céréales pérennes, ce que je trouve assez extraordinaire. Et enfin, et ça c'est ma dernière diapo, il y a quelque chose qui a été trouvé il y a 2 ans, qui est une véritable révolution, c'est qu'on peut fixer la vigueur hybride. C'est-à-dire qu'en fait, en utilisant soit transgénèse plus CRISPR, soit CRISPR de 7 gènes différents, on propage comme ça, sans avoir besoin de croisement. Ce qui fait que l'agriculteur qui démarre avec ces graines-là, il n'a plus besoin du semencier, il les sème une fois, il récupère une partie de son champ, il n'y a plus besoin de faire des croisements, ça se propage. Et ça, je pense que c'est une véritable révolution. Je suis persuadé que ça va être introduit en agriculture. Alors, les semenciers, ils n'ont pas un grand intérêt à introduire ça, mais une fois que ça sera introduit, alors ça sera une révolution dans la culture. Si la législation en Europe est différente de ce qu'elle est aujourd'hui, puisque a priori, pour l'instant, on ne peut pas l'utiliser. Donc, j'aimerais terminer en disant qu'on domestique depuis longtemps, et les plantes cultivées, elles ont énormément influencé la structure de nos sociétés. Pendant des siècles, on a fait les choses les yeux bandés, sans savoir ce qu'on faisait, hein, c'était non intentionnel. On a eu des traits avantageux, mais on a aussi fragilisé les plantes, ça il faut le savoir. Aujourd'hui, on a une connaissance qui nous permet de mieux savoir ce qui s'est passé. Et on a aussi un besoin d'adapter notre agriculture à la finitude de la terre, la finitude des ressources et le changement climatique. Et donc, on peut peut-être réfléchir, est-ce qu'il faut commencer à utiliser des outils performants et des outils extrêmement propres qui créent des plantes identiques de celles qu'on aurait pu trouver dans la nature, à la différence près que la méthode utilisée pour les produire se base sur la biologie moléculaire. Un petit clin d'œil aux collègues du laboratoire. Dans notre laboratoire à LPCV, on fait des choses comme ça, soit de connaissances fondamentales, soit plus appliquées, qui vont dans ce sens-là. Par exemple, on essaie de produire des lipides dans les algues, et ça, c'est de la domestication
de la néodomestication d'algues. On essaie d'améliorer la photosynthèse, on essaie de mieux détoxifier les sols pollués, de comprendre comment les plantes répondent à la température pour changer leur mode de réponse. Et dans mon équipe personnellement, on essaie de lire dans les génomes les traces de l'évolution, les traces de la domestication, pour pouvoir ensuite aider les gens à mettre des nouvelles modifications exactement au bon endroit et avoir des traits qui nous intéressent. Donc, je vous remercie pour votre attention. Un petit clin d'œil à des gens sur Twitter à qui je pose beaucoup de questions, un agriculteur, un généticien et un ancien semencier. Merci à eux pour l'aide à la préparation de cette présentation. Je vous remercie. Merci beaucoup, François Parcy, pour cette présentation. J'ai personnellement beaucoup apprécié et je pense que les auditeurs aussi. Et donc maintenant, c'est le moment des questions. Et on a déjà une première question. A-t-on une idée de pourquoi les humains se sont acharnés à consommer un fruit immangeable, amer, à goût de noix et qui cause des inflammations? Bon, je continue la question. Comment pouvait-il deviner que cela donnerait au bout de plusieurs centaines, milliers d'années d'amélioration une délicieuse pastèque? Il n'y avait vraiment rien d'autre à manger. Bah, la réponse, vous l'avez à la fin de votre question. Hein. Non, il n'y avait rien d'autre à manger. Quand on regarde dans la nature, la nourriture qui existe dans la nature, elle n'est pas énorme. Il y a des gens aujourd'hui qui essaient de se nourrir de nouveau des plantes naturelles. Eh bien, c'est pas énorme ce qu'il y a à disposition. Et donc oui, ils ont utilisé ces gros fruits. J'avoue que j'ai eu la chance d'en voir un melon sauvage dans le désert de Namibie il y a 2 semaines. Et c'est quand même un gros fruit, donc on comprend que les hommes se soient intéressés à ça et on comprend que ça ait fourni un apport nutritif. Mais ce qu'ils recherchaient à l'époque, ce n'était pas le bon goût, ce n'était pas le goût sucré, c'était au moins d'avoir quelque chose à se mettre dans le ventre. Et donc oui, il a fallu comme ça utiliser tout ce qui est disponible sur Terre, même si apparemment, c'était quand même pas terrible. Merci beaucoup. Alors, la question suivante. Dans la domestication, quel est le rôle du greffage? Alors si vous avez remarqué, j'ai parlé surtout de plantes qui ne sont pas des plantes pérennes dans mes exemples. Si vous avez un arbre qui fleurit, qui se met à faire des graines au bout de 20 ans par exemple, eh bien c'est beaucoup plus compliqué de l'améliorer par croisement parce que ça prend beaucoup plus de temps. Et donc chez les plantes comme les arbres fruitiers, la domestication elle s'est faite un peu moins par croisement et elle s'est aussi beaucoup faite par greffage parce que ça accélère. Après, je ne suis pas du tout un spécialiste du greffage, donc je ne peux pas vous donner de réponse plus détaillée. Je sais que voilà, la tomate, on l'a améliorée énormément par génétique, alors que les arbres fruitiers, greffage parce que la génétique, elle va beaucoup, beaucoup moins vite. Très bien, merci. Alors, maintenant, d'où provient cette vigueur hybride et pourquoi sur une seule génération? Ça, c'est une question, c'est une grande question en biologie des plantes. D'où provient la vigueur hybride? Je ne peux même pas vous répondre. Je peux vous dire, ça existe aussi chez les animaux. Voilà, si on 2 animaux très différents, ils vont avoir une vigueur hybride dans la première génération. Et je ne peux pas vous donner une réponse scientifique parce qu'il y a encore de mes collègues qui s'acharnent à essayer de le comprendre. Il y a des éléments de réponse qui commencent à arriver, mais on n'a pas une réponse claire. Il y a plein d'hypothèses sur des combinaisons de gènes, etc., sur de l'épigénétique, mais il n'y a pas quelque chose qui a vraiment résolu le problème. Donc, je dois avouer mon ignorance. Oui, et un très beau champ de recherche, quand même. C'est même plus la peine puisque maintenant on sait la conserver, donc on n'a même plus besoin de Oui, comprendre c'est pourquoi elle est vrai, là. c'est vrai, mais peut-être, voilà. Alors, la question suivante. Quelle est l'importance des transferts de gènes insectes-plantes et plantes-insectes? Alors, il y a un article qui vient juste de sortir là-dessus, sur un transfert de gènes entre insectes et plantes, effectivement, dans Nature, cette semaine. Quelle est l'importance? Alors, ça, c'est le transfert horizontal, c'est-à-dire c'est un transfert de gènes d'organisme à organisme qui sont absolument incompatibles. Ça existe. Insectes-plantes, c'est quand même pas très fréquent. Mais par contre, plantes, micro-organismes, c'est beaucoup plus fréquent. Donc ça existait. C'est une modification génétique très forte, hein, on est d'accord. Mais à quel point ça a été important dans l'agriculture, je ne peux pas le dire. Je ne pourrais pas donner de chiffres ni rien. Mais plantes, micro-organismes, c'est assez fréquent. Très bien, merci beaucoup. Alors, peut-on retirer les gènes des humains qui sont sensibles aux allergènes qui volent dans l'air au printemps? Excusez-moi. Est-ce qu'on peut le faire techniquement? Peut-être que oui, si on connaît les gènes de sensibilité aux allergènes, mais on ne va pas modifier les humains pour les rendre insensibles. Hein. Donc en fait, on va travailler dans l'autre sens. On va modifier les plantes pour qu'elles ne produisent plus d'allergènes, qu'elles ne produisent plus de gluten, etc. Donc ça, on sait le faire très bien.
À titre d'anecdote, j'avais préparé 2 diapos pour vous que j'ai enlevés. C'est sur la domestication du sorgho, où le sorgho était amer. Et en fait, on l'a domestiqué en le rendant plus doux, moins amer. Et en fait, dans les régions d'Afrique où il y a beaucoup un oiseau qui s'appelle le kelea, eh bien, on a continué à cultiver du sorgho amer, sinon l'oiseau le dévastait complètement. Les gens ont regardé le génotype des hommes vivant dans ces régions, ils se sont rendus compte qu'il y avait une mutation qui conférait une sensibilité moindre à l'amertume, qui était prévalente dans cette région. Ce qui veut dire que naturellement, certains hommes ont été sélectionnés pour être moins sensibles à l'amertume parce que la nourriture qu'ils avaient à disposition, c'était un sorgho plus amer. Donc, ça apporte un peu la réponse à votre question. Oui, on pourrait le faire, mais il n'y a pas, à ma connaissance, de programme de mutagénèse de l'homme comme on le fait sur les plantes. En tout cas, ça, c'est complètement illégal et je pense que ce n'est pas prêt de devenir courant. Oui, ne le souhaitons pas. Bien, la question suivante. Est-ce qu'il y a un lien entre la composition ancestrale des amandes et le fait qu'il y a des personnes allergiques aux amandes aujourd'hui et aux fruits secs à coque en général? Joker, aucune idée. Oui. Désolé. Pas de souci. Très bien. Oui, voilà, nous avons une nouvelle question. La technologie CRISPR-Cas9 est considérée comme donnant un OGM. Or, s'il n'y a pas de transgénèse interspécifique, c'est plus de l'hybridation à vitesse V. Grand V, quoi. Où est la pertinence du principe de précaution dans ce cas-là? Donc, monsieur Jean-Philippe Vincent, si votre conclusion à ma présentation, c'est celle-là, je suis absolument ravi. Et j'aimerais que d'autres arrivent à la même conclusion. À la fin, vous avez une plante avec une mutation. On aurait très bien pu la trouver dans la nature. Il se trouve qu'on l'a fabriquée. Mais je ne comprends pas pourquoi elles sont traitées comme des OGM. Je ne comprends pas. Si vous ne comprenez pas non plus, c'est que j'ai réussi à faire passer un message. Notre ministre actuel est en train de se poser la question de pourquoi on les traite comme des OGM. Ah oui, j'ai plus ma présentation, mais j'avais une carte du monde où on voit toutes les plantes qui commencent à être cultivées issues de la technologie CRISPR-Cas9 dans le monde, et on voit aussi la régulation dans le monde. L'Europe est évidemment une exception de considérer ces plantes-là qui n'ont pas de transgène, qui ont juste des mutations, comme des OGM. Donc, ma réponse personnelle, c'est il n'y a aucune raison. On doit étudier chaque nouvelle plante formée, voir si elle est toxique, au même titre qu'une plante qui aurait été améliorée normalement, sachant que celle-là, on a mis une mutation, alors que ce qu'on fait normalement, ça en met 1000, 10 000, 100 000, et qu'on les traite pas comme des OGM, bien sûr. Oui, merci beaucoup. Alors, quand on introduit un gène avec CRISPR, est-ce que l'endroit où il est introduit dans le génome a une importance? Donc, ça me fait sourire parce que vous n'êtes pas le premier à appeler CRISPR-Cas9 Casper-Cas9. C'est le petit fantôme qui est apparu là, mais non, c'est CRISPR. J'ai pas dit qu'on pouvait s'enorgueillir quand même que le prix Nobel pour cette technique-là soit revenu à 2 femmes, Jennifer Doudna et Emmanuelle Charpentier, dont l'une est française, même s'il y a bien longtemps qu'elle ne travaille plus en France. Et la question était, ah oui, alors là je dois répondre bien, parce qu'il y a une très grande différence entre la transgénèse, où le transgène atterrit n'importe où, on ne sait pas où il atterrit, on peut le savoir après coup, mais on ne peut pas le diriger, et CRISPR-Cas9, où là, on va faire la mutation exactement où on veut. Ensuite, là, j'ai pris soin de ne vous parler de l'utilisation de cette technique seulement pour aller faire des mutations ou pour déléter des gènes. On peut aussi l'utiliser pour apporter des ADN étrangers, et là, on est beaucoup plus proche d'une OGM, d'une plante transgénique, et c'est pour ça que je n'ai pas effleuré ce débat, parce qu'il faudrait aller un peu plus loin. Mais en tout cas, le gros avantage de CRISPR-Cas9, c'est qu'on choisit l'endroit où atterrit la mutation ou l'élément ADN. On le choisit, et c'est propre, et ça y va. C'est ça le gros avantage. Très bien, merci beaucoup. Encore une question. Qui peut nous garantir que notre santé sera respectée? Eh bien, on ne peut pas vous garantir que votre santé sera respectée, de la même façon qu'on ne peut pas vous le garantir avec toutes les innovations dans notre société. Innovation avec des nouvelles plantes améliorées par des technologies classiques ou par des nouvelles technologies touchant à nos usages. On ne peut pas plus vous le garantir. Mais il n'y a pas, ce que j'essaie de montrer, c'est qu'en fait, il n'y a pas plus de raison de s'inquiéter que quand on vous fournit des nouvelles plantes par les méthodes classiques, puisqu'au fond, il y a moins de différence entre ces nouvelles plantes-là que celles qu'il y avait avec celles produites classiquement. Donc, si vous vous posez la question depuis plusieurs siècles déjà, mince, les nouveaux produits vont nous abîmer la santé, si vous vous la posez, il faut continuer de vous la poser aujourd'hui. Mais par contre, ce n'est pas une question nouvelle, hein. C'est quelque chose qui existe pour toutes les nouvelles espèces, toutes les nouvelles variétés qui sont mises sur le marché, et Dieu sait s'il y en a régulièrement.
Très bien, merci beaucoup. Bon, alors, je pense qu'on arrive à la fin de notre séance de Midi Minatech. Donc, je vous remercie à nouveau, François Parcy, pour votre présentation et le partage que vous avez fait de l'éclairage que vous nous avez apporté sur ce point qui est très, très intéressant. Eh bien, donc, je vous dis au revoir à tous et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. J'espère que vous serez parmi nous pour écouter. Alors, voilà, j'ai un trou de mémoire, je reviens. Excusez-moi, pour écouter Mélanie Marcel, donc au sujet d'encourager l'innovation responsable. Bien, à bientôt et à vendredi prochain.